D'accord. Oui. Donc, précédemment, on a fait le cours sur l'hématopoïèse. C'était en quelque sorte le processus qui nous permettait de fabriquer les différents éléments figurés du sang. Ça veut dire les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs. Donc, à partir de ce moment, on a fait la dernière fois aussi le cours sur l'érythropoïèse qui nous permettait, à partir d'une cellule souche hématopoïétique, de générer des globules rouges. Maintenant, aujourd'hui, on va voir ce globule rouge qui a été fabriqué, quelles sont les caractéristiques des globules rouges d'une manière générale, c'est-à-dire du point de vue de ses contenus, du point de vue des taux d'hémoglobine, mais également des autres structures qui composent les globules rouges. Donc, le globule rouge est une cellule anéclienne qui a la forme de disque biconcave très flexible, c'est-à-dire il n'y a pas de noyau. Et il n'a pas une forme sphérique de nature, mais c'est une forme de disque biconcave. Plus tard, vous allez voir que cet aspect de disque biconcave est très important parce que c'est ce qui permet au globule rouge également de circuler à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Le rôle principal des globules rouges est de délivrer l'oxygène des poumons aux tissus, mais également de transporter en sens inverse le CO2, c'est-à-dire des tissus vers les poumons. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez à travers les différents cours que vous avez vus sur l'hémoglobine. Donc, le contenu du globule rouge adulte ne renferme aucun organique cytoplasmique de type mitochondrie ou ribosome. Donc, vous n'allez pas avoir des organismes cellulaires à l'intérieur des globules rouges. Vous n'allez pas avoir de mitochondrie, mais également, vous n'allez pas avoir de ribosome à l'intérieur des globules rouges. Il est incapable de synthétiser des lipides ou de nouvelles protéines. Cependant, tous les composants nécessaires à ses fonctions et à sa survie sont présents. Donc, avant que les globules rouges ne deviennent matures, tout ce dont il a besoin est fabriqué et stocké à l'intérieur de ce petit sac-là. C'est un sac qui contient un ensemble de structures qui permettent à la survie et aux fonctions des globules rouges. Donc, une fois que le globule rouge est mature, toutes les activités de synthèse s'arrêtent, que ce soit fabrication de lipides, de protéines ou autre chose. Tout ça, c'est déjà fabriqué au cours de l'érythropoïèse et c'est stocké à l'intérieur des globules rouges. Donc, tous les composants qui sont nécessaires à ses fonctions et sa survie sont présents, donc sont déjà fabriqués. Maintenant, en dehors de sa membrane, le globule rouge est constitué principalement d'eau, c'est-à-dire des constituants. Il y a l'eau, il y a l'hémoglobine, les enzymes, mais également des ions. Parmi les ions les plus importants, on peut citer le potassium, le sodium, le chlorure et le magnésium. Tout ça, c'est contenu dans les globules rouges. Donc ça, c'était le contenu des globules rouges. Maintenant, on aborde la question en rapport avec la membrane érythrocytaire. La membrane du globule rouge est constituée de lipides, de glucides et de protéines, comme toutes les autres membranes. Il y a également les lipides. Il y a une double couche sous forme de phospholipides, c'est-à-dire l'ensemble des cellules, la plupart du temps, ils ont une membrane qui est constituée d'une bicouche, c'est-à-dire une double couche phospholipidique à 54%. Et vous avez des sphingomyélines, la phosphatidylcholine sur la couche externe plasmatique. Il y a la phosphatidylhétalolamine, il y a les phosphatidylsérines sur la couche interne cytoplasmique. Donc, chaque couche est tapissée
d'un certain nombre de types de phospholipides. Sur la couche externe, vous avez la sphingomyéline et les phosphatidylcholine. Et sur la couche interne, vous avez les phosphatidylhétanolamines, les phosphatidylsérine. Donc voilà les deux couches. Il y a la couche externe et ici la couche interne. Sur la couche externe, vous voyez c'est différent, la phosphatidylcholine et la sérine. Donc ici, on a la phosphatidylcholine et la sphingomyéline. C'est ce que vous voyez ici sur la couche externe. Par contre, sur la couche interne, vous avez la phosphatidylsérine, mais également vous avez phosphatidylhétanolamine ici. Et ici, on vous montre les différents pourcentages de présence de ces différents composés. Donc, vous avez ici environ 20% de phosphatidylcholine et 20% de sphingomyéline. Ici, vous avez 30% et environ 20% de phosphatidylsérine. Donc, c'est ce que vous voyez sur les deux couches et les différents lipides que vous observez sur la membrane érythrocytaire. Donc, c'est les lipides de la membrane érythrocytaire sont ces différents composés avec leur pourcentage définitif. En B, c'est-à-dire en A, vous avez les lipides. En B, toujours, on est toujours dans les lipides. En A, c'est la double couche sous forme de phospholipides que vous avez ici, la double couche. Maintenant, en B, vous avez du cholestérol non estérifié, 43% sur les deux couches. En plus de ces différents lipides qui tapissent la couche externe et la couche interne, vous avez parmi les lipides de la membrane érythrocytaire du cholestérol non estérifié à 43% que vous pouvez voir sur les deux couches, aussi bien sur la couche interne que sur la couche externe. Vous pouvez avoir également des glycolipides à 3%. Donc, le principal glycolipide que vous observez, c'est le globoside qui est situé sur la couche externe. Ces glycolipides constituent le support de l'activité antigénique des groupes sanguins. C'est-à-dire, quand vous dites les groupes sanguins, là où vous trouvez les antigènes du groupe sanguin, c'est au niveau de ces glycolipides qu'on appelle le globoside. Le globoside, quand vous allez voir le cours sur les groupages sanguins, c'est ce qu'on appelle encore la substance I, qui sert de colle entre l'antigène érythrocytaire et donc ici, vous avez de manière schématique le milieu extérieur des globules rouges et également vous avez le cytoplasme, c'est-à-dire à l'intérieur des globules rouges. Et cette région qui se situe entre le milieu extérieur et le milieu intérieur forme ce qu'on appelle une région hydrophile, avec le milieu extérieur qui contient son feuillet externe et le milieu intérieur qui contient le feuillet interne. Et tous ces deux sont séparés par une région qu'on appelle la région hydrophile. Donc, c'est comme ça qu'est constitué les membranes des globules rouges. Les lipides, comme les lipides sont disposés au niveau de la membrane des globules rouges. Après ça, vous avez les glucides qui forment un film à la surface externe de la membrane. Il n'y a forcément pas beaucoup de glucides, mais ces glucides forment un petit film à la surface externe de la membrane. Et les protéines de la membrane, il y a les protéines extrinsèques qui tapissent la face interne de la bicouche lipidique, c'est-à-dire après la seconde couche. En dessous, vous avez les protéines extrinsèques. Et ce sont ces protéines qui forment le squelette de la membrane érythrocytaire qui confère au globule rouge sa structure de disque biconcave. Et parmi ces protéines, on peut citer la spectrine, l'actrine et la protéine 4.1. Donc, tout ça, ce qu'on appelle encore la protéine bande. Donc, les protéines extrinsèques qui tapissent la face interne et la protéine transmembranaire ou intégrale, bande 3, ou également la glyprotéine, c'est des protéines qui sont transmembranaires. L'autre, c'est extrinsèques qui sont internes et l'autre, c'est des protéines transmembranaires qu'on appelle également des protéines intégrales. Ils sont constitués par la bande 3, mais également par les glycoprotéines. Donc, après les protéines extrinsèques,
les protéines transmembranaires ou intégrales, vous avez ce qu'on appelle les protéines d'ancrage. Comme exemple, vous avez l'ankyrine qui permet un point d'attachement au niveau de la membrane des globules rouges. On peut trouver également d'autres protéines au niveau de la membrane des globules rouges. Et parmi ces autres protéines, vous avez ce qu'on appelle la protéine 4.2, la protéine RH, la leucine, la démantine, la myosine, la tropomyosine ou la tropomoduline. Tout ça, ce sont des protéines qui jouent un rôle plus ou moins particulier au niveau de la membrane des globules rouges. Mais les plus importants sont les protéines intrinsèques, les protéines transmembranaires, mais vous pouvez avoir également les protéines d'ancrage. Maintenant, il y a d'autres protéines qui peuvent jouer un rôle plus ou moins important au niveau des globules rouges, au niveau de cette membrane. Ici, on vous donne une structure de la bicouche lipidique avec une disposition. Ici, c'est les glycophorines qui sont des sortes de pores qui se trouvent au niveau de la membrane, c'est-à-dire transmembranaire des globules rouges. La protéine bande 3, ça c'est l'ankyrine qui constitue un point d'attache au niveau des chaînes de globine. Ici, vous avez la tropomyosine, la tropomoduline, les chaînes alpha, les chaînes bêta de l'hémoglobine. Il y a la spectrine qu'on avait vu tout à l'heure, il y a l'actine, la protéine 4.9. Donc, ce sont les différentes protéines que l'on a citées tout à l'heure avec leur disposition tout au long de la membrane cellulaire, de la membrane érythrocytaire, du moins. Donc, voilà ces différentes protéines et leur position sur les membranes érythrocytaires. Après avoir vu le contenu du globule rouge, la structure de la membrane des globules rouges, ici, c'est autour de l'hémoglobine. L'hémoglobine qui est une protéine qui est très importante, c'est-à-dire la protéine la plus importante des globules rouges. Son rôle, c'est de pouvoir transporter l'oxygène des tissus, des poumons vers les tissus, mais également transporter le CO2 des tissus vers les poumons. Donc, l'oxygène confère le principal rôle de transport de l'oxygène à l'hémoglobine, confère au globule rouge son principal rôle, c'est-à-dire sa fonction, c'est de transporter les gaz respiratoires, c'est-à-dire l'oxygène ou également le CO2 ou bien d'autres gaz respiratoires. Donc, l'hémoglobine est constituée de chromoprotéines porphyriques de coloration rouge renfermant du fer. Et la coloration rouge que vous voyez au niveau des globules rouges, c'est dû à l'hémoglobine. Des pigments de transport de l'oxygène permettent de surmonter la limitation imposée par la faible solubilité de l'oxygène dans l'eau. Donc, ce sont ces pigments qui permettent également d'augmenter la solubilité de l'oxygène dans l'eau. Donc, l'oxygène est soluble dans l'eau, en particulier dans l'eau des différents tissus qui ont besoin de cet oxygène dans les réactions métaboliques et fonctionnelles. Structure de l'hémoglobine toujours. Maintenant, l'hémoglobine est composée d'une fraction protéique appelée globine et d'un groupement prostétique qu'on appelle l'hème qui est constitué de protoporphyrine et de fer. C'est évidemment un cours que vous voyez également en biochimie où ils expliquent également de manière plus détaillée les différentes molécules d'hémoglobine. Mais ce qu'on a, l'hémoglobine qui est composée d'une fraction protéique qu'on appelle la globine et d'un groupement prostétique qu'on appelle l'hème qui est constitué de protoporphyrine et de fer. Si vous avez vu certaines réactions biochimiques, il y a des composés pour lesquels vous pouvez être familier, c'est-à-dire la protoporphyrine ou également la construction de l'hème ou également les composés de chélation du fer, mais on va voir ça. Donc, on avait la structure de l'hémoglobine. On commence par la structure de l'hème, du moment que l'hémoglobine est composée d'une fraction de globine, mais également de l'hème. L'hème est une ferroprotoporphyrine de type 9 tétrapyrorique centrée sur un atome de fer. Donc, il y a un atome de fer central et il y a des pyroles, c'est-à-dire au nombre de 4, qui entourent cet atome de fer. 4 noyaux de pyrrole
unis par des ponts méthynyl, c'est-à-dire entre les différents composés pyrrole, il y a ce qu'on appelle des ponts méthynyl. Maintenant, il y a des chaînes qui sont fixées à ce noyau central qui est composé par les différents pyrroles. De 8 chaînes latérales, il y a 4 méthylènes. Quand on dit méthylène, c'est un groupe composé de type CH3. Il y a 2 vinyles, c'est-à-dire CH2, double liaison CH2, et 2 propionyles, CH2, CH2, COH, c'est ce que vous trouvez au niveau des chaînes latérales de la molécule d'hémoglobine. Donc, vous les voyez ici. Donc, on a dit les 4 noyaux pyrrole qui sont reliés par des ponts méthynyl. Après, vous avez le CH3, qui est la chaîne latérale qu'on appelle le méthyle. Après, il y a les vinyles. Mais également, il y a 2 propionyles. Donc, vous avez 2 propionyles, celui-là et celui-là. Vous avez 2 vinyles, celui-là également et celui-là. Et vous avez 4 méthynyl, c'est-à-dire celui-là, le CH3, 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 CH3. Et ce qui fait au total 8 chaînes latérales. Et ces noyaux pyrrole sont réunis autour d'un atome de fer, Fe2+. Donc, c'est ça qui constitue l'hème. Maintenant, l'oxygène O2 vient se fixer à ce fer-là pour permettre au composé, l'oxygène plus O2, d'être transporté jusqu'au niveau des tissus qui en ont besoin. Donc, ça, c'est la structure de l'hème. Donc, l'atome de fer est sous forme Fe2+, dans la désoxyhémoglobine, l'HbO2 et dans l'HbCO, qui sont les formes normales de l'hémoglobine. En revanche, il est sous forme ferrique, qu'on appelle également FO3+, dans la méthémoglobine et les hémichromes, qui sont des hémoglobines qui sont anormales. Donc, la désoxyhémoglobine, HbO2, HbCO, contiennent du fer Fe2+, la forme normale. Maintenant, dans la méthémoglobine et les hémichromes, qui sont des formes d'hémoglobine anormales, vous avez du Fe3+. Donc ici, c'est un composé cristallographique. Il y a le Fe2+, avec histidine F8, qui est la forme de la désoxyhémoglobine. Vous pouvez avoir également l'oxyhémoglobine avec du fer Fe2+, carboxyhémoglobine HbCO, avec également du Fe2+. Par contre, dans les formes anormales, la méthémoglobine, vous avez du F. Du Fe3+. Après la structure de l'hème, on aborde la structure de la globine. D'autant plus que l'hémoglobine est constituée d'un groupement qu'on appelle l'hème et un autre groupement qu'on appelle la globine. On a vu la structure de l'hème, là on voit la structure de la globine. Les différents types de chaînes rencontrées dans les hémoglobines humaines sont les chaînes alpha. Les chaînes de globules, les globules sont composées de chaînes. Il y a les chaînes alpha, les chaînes bêta, les chaînes gamma, les chaînes delta, les chaînes epsilon et les chaînes zeta. Maintenant, les chaînes polypeptidiques de l'hémoglobine diffèrent les unes des autres par leur séquence en acides aminés. C'est-à-dire, tout ça, c'est des chaînes d'hémoglobine. Mais parmi ces chaînes, la différence entre la chaîne alpha et la chaîne bêta, c'est au niveau des séquences en hémoglobine, en acides aminés. Donc, de manière détaillée, vous avez une chaîne alpha, dont le symbole est alpha, qui contient 141 acides aminés. Une chaîne bêta qui contient également 146 acides aminés, alors que la chaîne alpha contient 141 acides aminés. Une chaîne delta qui contient 146 acides aminés, comme la chaîne bêta. Une chaîne epsilon qui contient 146 acides aminés. Une chaîne gamma
146 et une chaîne zeta 141 acétamide. Tout à l'heure, on va voir qu'il y a différents types de chaînes. Il y a les chaînes alpha ou les chaînes apparentées à alpha et les chaînes bêta ou les chaînes qui sont apparentées à la chaîne bêta. Donc, on va le voir tout à l'heure. Donc, l'hémoglobine est un dimère de protomères. Donc, alpha, bêta, c'est-à-dire une association avec deux molécules alpha plus deux molécules bêta. Donc, ça devient un dimère de protomères, c'est-à-dire alpha, bêta 1. Les deux protomères, c'est-à-dire c'est une association de alpha 1, bêta 1 et alpha 2, bêta 2 de l'hémoglobine, qui sont reliés symétriquement par un axe de rotation moléculaire. Donc, ces deux, il faut toujours un alpha 1, bêta 1 plus un alpha 2, bêta 2. Et les deux, il y a un axe de symétrie. Ici, vous avez alpha 2, bêta 2, alpha 1, bêta 1. Donc, ils sont symétriques. Donc, c'est un axe de symétrie quand tu le piles sur cet axe central. Donc, vous avez les deux protomères alpha 1, bêta 1 et alpha 2, bêta 2. C'est-à-dire un protomère est composé d'une chaîne alpha et d'une chaîne bêta. Donc, c'est un dimère de protomère, c'est un dimère de alpha 1, bêta 1 et alpha 2, bêta 2. Tous les deux sont reliés systématiquement par un axe de rotation moléculaire. Donc, vous avez vu la structure de l'hème, la structure de la globine. Maintenant, la biosynthèse génétique et biosynthèse de l'hème. Comment l'hème est fabriqué? La synthèse de l'hème s'effectue indépendamment de celle de la globule. Donc, la synthèse de l'hème n'a rien à voir avec la synthèse de la globule, même si ils doivent s'associer obligatoirement pour former l'hémoglobine. L'hème ne vient que secondairement s'accrocher aux chaînes polypeptidiques néosynthétisées pour réaliser la sous-unité d'hémoglobine. Donc, c'est après que l'hème est synthétisé d'une part et la globine de l'autre part, c'est à ce moment que l'hème vient s'accrocher aux chaînes polypeptidiques synthétisées pour réaliser la sous-unité d'hémoglobine. Et certaines étapes de sa synthèse sont localisées dans les mitochondries et d'autres dans le cytosol. Donc, on va voir un schéma tout à l'heure qui vous permet de suivre la progression de la synthèse de l'hème. Donc, dans la mitochondrie, c'est ce qui est mentionné dans le premier cadran, et le cytosol, c'est le reste de ce cadran. Donc, ici, c'est tout ce qui se déroule dans la mitochondrie. Donc, dans la mitochondrie, vous avez de l'acide succinique qui emprunte plus du glycocol. Donc, en présence de cette enzyme qu'on appelle l'alasynthétase, va fabriquer de l'acide delta-aminolévulinique. Ça, certainement, vous avez vu ça en biochimie. Et l'acide delta-aminolévulinique, en présence de l'ala-déshydratase, va fabriquer ce qu'on appelle la porphobilinogène. Et la porphobilinogène, en présence de la porphobilinogène désaminase, va fabriquer l'hydroxyméthylbilane. Cette réaction, à partir de la porphobilinogène, va se dérouler au niveau du cytoplasme, c'est-à-dire au niveau du cytosol. Après l'hydroxyméthylbilane, vous avez l'action de l'uroporphyrinogène cosynthétase qui va donner de l'uroporphyrinogène de type 3. Et cet uroporphyrinogène de type 3 va être transformé en corphopirinogène qui repasse dans la mitochondrie sous l'action de la corpoporphyrinogène oxydase. On peut avoir du protoporphyrinogène. Et ce protoporphyrinogène oxydase va donner le protoporphyrine. Maintenant, cette protoporphyrine va subir, c'est-à-dire une chélation avec le fer. Donc, lorsque le fer se fixe à ce protoporphyrine, qui est composé de 4 noyaux pyrrole, maintenant, l'atome de fer central va également se figurer ici pour constituer ce qu'on appelle l'hème. Donc, il y a une synthèse au niveau de la mitochondrie, une synthèse en dehors de la mitochondrie et l'ensemble aboutit à la formation de porphyrine, le protoporphyrine qui fixe un atome de fer pour donner l'hème. Et cet atome de fer, c'est grâce à une enzyme qu'on appelle la ferrokélatase. C'est comme ça que c'est synthétisé l'hème. Maintenant, la synthèse de la globine.
Chez l'homme, les gènes de globine se répartissent en deux groupes distincts. Il y a le groupe des gènes de type alpha et le groupe des gènes de type bêta. Donc, ça veut dire que les chaînes de globine, eux, ils suivent le schéma général de synthèse des protéines. Pour les protéines, il y a une séquence définie en nucléotides, c'est-à-dire une séquence d'ADN qui est transcrite en ARN et l'ARN est traduit en acides aminés et les acides aminés s'associent pour former des protéines et ce sont ces protéines qui forment les chaînes alpha et bêta. Ce qui fait que les gènes alpha et bêta sont issus de gènes, c'est-à-dire de codons au niveau de l'ADN. Et c'est à partir de l'ADN que les gènes, c'est-à-dire les différentes séquences d'ADN sont transcrites en ARN pour former plus tard des protéines ou des chaînes alpha et bêta. Ainsi, on a deux groupes de gènes, c'est-à-dire les gènes qui vont donner plus tard des chaînes de type alpha et les gènes qui vont donner plus tard des chaînes de type bêta. Maintenant, le groupe des gènes de type alpha, c'est-à-dire la famille de type alpha. Donc, ces gènes sont situés sur le chromosome 16 et ils sont ainsi répertoriés sur le chromosome 16. Il y a le gène epsilon 1, il y a un pseudogène 1, un pseudogène alpha et un pseudogène alpha 1. Donc, alpha 2, alpha 1 et θ sont les gènes. Donc, ici, c'est la structure du chromosome 16 avec la position des chaînes alpha, bêta et également des gènes régulateurs. Donc, ici, on dit qu'elle est située sur la partie terminale du bras court du chromosome 16. Elle comporte 3 gènes fonctionnels, zeta, alpha 1 et alpha 2. Donc, voilà zeta qui est fonctionnel, alpha 1 et alpha 2, et 3 pseudogènes. Donc, les 3 pseudogènes, c'est celui-là, gènes-là sont des pseudogènes. Mais les gènes fonctionnels, c'est zeta, alpha 2, alpha 1 et alpha 2. Les gènes sont organisés de 5' en 3'. Donc, ici, vous avez 5', 3'. Selon le rôle d'expression au cours du développement embryonnaire. Donc, ça veut dire que zeta est embryonnaire, alpha 1 et alpha 2 sont photo puis adultes. Donc, ici, vous avez zeta. C'est de la manière dont ils sont disposés sur le chromosome qu'ils apparaissent au cours de la vie. Donc, zeta apparaît au niveau embryonnaire, alors que alpha 1, alpha 2, ils apparaissent au niveau fœtal, mais on les joue plus tard au niveau de la vie adulte. Donc, ils sont photo puis adultes. Donc, si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours m'interrompre. Mais je suppose que jusqu'à présent, tout est clair parce que ce n'est pas des choses très compliquées et que certaines choses, vous avez déjà vu ça en biochimie. Monsieur, vous pouvez reprendre cette partie-là, s'il vous plaît? Oui, c'est parti. Oui. Donc, je reprends jusqu'ici. La biosynthèse de la globine. Vous savez bien que les globines, que ce soit alpha et bêta, sont en quelque sorte des protéines. Et les protéines sont fabriquées à partir du schéma général des synthèses des protéines, c'est-à-dire que vous avez une séquence d'ADN. Maintenant, la séquence codante au niveau de l'ADN, cette séquence va être transcrite en ARN. Et cet ARN va être traduit en acides aminés. Et c'est l'association des acides aminés qui forment des protéines. Donc, pour qu'il y ait synthèse d'une protéine, il faut que la séquence d'ADN existe au niveau du génome de l'individu, c'est-à-dire au niveau de sa séquence d'ADN principale. C'est ainsi que pour les chaînes, il y a une séquence d'ADN spécifique qu'on appelle les gènes alpha qui se trouvent au niveau du génome. Et ces gènes alpha sont portés par le chromosome, les chromosomes. Donc, on a également la même chose pour les gènes bêta qui sont portés également par des chromosomes. Donc, ici, on vous donne la structure des chromosomes qui portent les gènes alpha. Donc, les groupes de gènes alpha sont portés par le chromosome 16. Et parmi les gènes du groupe alpha, vous avez tous ces gènes.
Mais en réalité, les gènes qui sont fonctionnels, c'est celui-là, zeta, alpha 1 et alpha 2. Tout ce qui reste, c'est des pseudogènes qui sont importants pour la régulation, mais ne sont pas exprimés. Donc, c'est ce que ça veut dire. On dit que les gènes sont organisés 5' en 3', c'est-à-dire de ce sens-là vers ce sens-là. Et de la manière dont ils sont disposés, c'est-à-dire quand tu pars de là à là, c'est comme ça également qu'ils apparaissent au cours de la vie. C'est les gènes zeta qui apparaissent d'abord, et ensuite les gènes alpha 2, alpha 1. Donc zeta, c'est un gène embryonnaire, c'est-à-dire au moment de la vie embryonnaire qu'il apparaissent, alors que alpha 1 et alpha 2, ils apparaissent d'abord au niveau de la vie fœtale et ensuite ils demeurent au niveau de la vie adulte. Est-ce que vous avez compris ça? Oui, monsieur. Donc, on ne voit pas C2 en vie adulte quand la personne grandit. On doit? Allô? Le C2 n'apparaît pas après la naissance, quoi. Non, il va être remplacé par alpha 1 et alpha 2. Donc, il ne va pas apparaître après la naissance. Normalement, vous ne devez plus trouver de zeta dans le sang d'un individu, dans les globules rouges des individus. Et de la même manière que les gènes du groupe bêta, alpha sont organisés, les gènes du groupe bêta également sont organisés, mais cette fois-ci sur le chromosome 11. Donc, elle est à l'extrémité distale du bras court du chromosome 11. Et ici, vous avez epsilon. Il y a également GY qu'on appelle GOE. Il y a également le A gamma également. Il y a un pseudogène phi bêta. Il y a les gènes delta, mais également les gènes bêta. Donc, elle est à l'extrémité distale du bras court du chromosome 1. Donc, elle compose 5 gènes fonctionnels. Donc, ce sont des gènes qui tous vont être exprimés. Les 5 gènes, sauf ce pseudogène phi bêta. Il y a le gène epsilon, il y a le gène GOE Y, et il y a le gène également A delta. Y ici, c'est delta en grec. Après, il y a le gène bêta et le gène zeta. Donc, tous ces différents gènes sont exprimés. G gamma, A gamma, il y a le pseudogène, il y a delta, il y a bêta et epsilon. Et c'est comme ça également qu'ils sont exprimés au cours de la vie. D'abord, c'est celui-là qui apparaît. Ensuite, il sera progressivement remplacé par les G gamma, G alpha. Ensuite, c'est le delta et ensuite le bêta. C'est comme ça qu'il apparaît également durant la vie fœtale. Durant la vie, et le gène phi bêta est également un pseudogène, donc n'est pas exprimé, c'est important pour la régulation. Maintenant, du moment que les différents gènes, les chaînes sont exprimées au fur et à mesure, on va voir également, parce que ce sont ces chaînes-là qui s'associent pour former des hémoglobines. Donc, il y a les chaînes qui s'associent pour former de la globine, et cette globine va s'associer à l'hème pour former de l'hémoglobine. Donc, on vous a montré les différents gènes, là où ils sont exprimés au niveau du chromosome, mais on va vous montrer plus tard, de manière cinétique, comment est-ce qu'ils sont exprimés également tout au long de la vie. Donc, chez l'homme, plusieurs hémoglobines se succèdent au cours de la vie et à tout moment. Ces hémoglobines se distinguent par la nature des sous-unités qui les composent. Donc, ces différents gènes, une fois qu'ils sont synthétisés, ils vont s'associer. C'est-à-dire, on peut avoir, c'est toujours, on avait dit que l'hémoglobine, c'est un dimère de protomère. Par exemple, le epsilon peut s'associer avec d'autres types de chaînes au niveau alpha pour former ensemble type d'hémoglobine. Mais on va voir maintenant ces types d'hémoglobine. Donc, l'association d'une des chaînes de type alpha avec une des chaînes de type bêta, c'est cette association qui constitue la globine. Et cette globine vont s'associer à l'hème pour former l'hémoglobine. Donc, ces hémoglobines vont se distinguer par la nature des sous-unités de globine qui les composent.
ces modifications s'effectuent parallèlement au changement du lieu de l'érythropoïèse. On avait vu que l'érythropoïèse se déroulait dans plusieurs sites tout au long de la vie. Par exemple, au niveau du sac vitellin chez l'embryon, au niveau du foie chez le fœtus, au niveau de la rate et au niveau de la moelle osseuse également chez le fœtus, mais également au niveau de la moelle osseuse exclusivement chez l'adulte normal. Ça, on a vu ça quand on faisait le cours sur l'hématopoïèse, mais également quand on faisait le cours sur l'érythropoïèse. Maintenant, au niveau de chaque site, il y a un type d'hémoglobine différent. Donc, au fur et à mesure que l'individu grandit, ou bien au cours de la croissance de l'individu, vous avez un changement, c'est-à-dire des types d'hémoglobine qui s'interchangent pour former plus tard l'hémoglobine adulte. Donc, puisqu'il y a différents types d'hémoglobine en fonction des stades, que ce soit le stade embryonnaire, le stade fœtal ou bien le stade adulte, on va aller voir quelles sont les hémoglobines qui se forment au fur et à mesure que l'individu entre en croissance. Il y a deux chaînes de la famille alpha coexistent, qui apparaît la première, puis alpha. De même, il existe deux chaînes de type bêta, epsilon et gamma. Donc, au niveau de la vie, hémoglobine normale embryonnaire, parce qu'il y a des hémoglobines pathologiques embryonnaires également. Donc, pour les hémoglobines normales embryonnaires, il y a deux chaînes de la famille alpha qui coexistent, c'est-à-dire ce zeta-là, qui apparaît la première, puis alpha. Donc, il y a les zeta, ensuite les alpha. De même, il existe deux chaînes de type bêta, c'est epsilon et gamma. Maintenant, ces diverses sous-unités permettent de réaliser les trois hémoglobines embryonnaires, c'est-à-dire au niveau de la vie embryonnaire, vous avez trois types d'hémoglobine. Il y a l'hémoglobine Gowe 1, c'est-à-dire le zeta 2, qui va s'associer à epsilon 2. Epsilon, c'est une chaîne de type bêta, alors que zeta, c'est une chaîne de type alpha. Donc, il y a deux chaînes de type alpha, epsilon 2, qui s'associent à deux chaînes de type bêta. Ça, c'est zeta 2, deux chaînes de type bêta, epsilon 2, pour former l'hémoglobine Gowe 1, qui est la première hémoglobine qu'on retrouve au niveau embryonnaire. Après, quand ça progresse dans la croissance, il y a l'apparition de alpha. C'est ce qu'on a dit ici. Ainsi, vous avez alpha 2 qui vient remplacer zeta 2, mais il y a toujours le epsilon qui demeure. Et l'association de alpha 2 et zeta 2 forme ce qu'on appelle l'hémoglobine Gowe 1, qui est encore également une autre forme d'hémoglobine embryonnaire. Maintenant, vous progressez plus tard. Il y a le zeta 2 qui est là, qui s'associe cette fois-ci avec le gamma 2 pour former ce qu'on appelle l'hémoglobine Portland, zeta 2, gamma 2. Et ensuite, il y a l'hémoglobine fœtale, cette fois-ci qui se forme. Ça, c'est quand vous arrivez au niveau presque dans la vie fœtale. Et en ce moment-là, c'est le alpha 2 qui s'associe avec le gamma 2. Et ça, vous l'observez à partir du 37e jour de la vie embryonnaire. Donc, voilà les différentes hémoglobines et leur composition au niveau de la vie embryonnaire. Donc, si on vous demande quelles sont les hémoglobines de la vie embryonnaire, c'est l'hémoglobine Gowe 1, Gowe 2, Portland et hémoglobine F. Donc, ce sont des différentes hémoglobines que vous observez au niveau de la vie embryonnaire. Et comment ces hémoglobines sont composées? Gowe 1 est composé de deux chaînes zeta et deux chaînes epsilon. Gowe 2 est composé de deux chaînes alpha et de deux chaînes epsilon. Portland, c'est deux chaînes zeta et deux chaînes gamma. Et l'hémoglobine fœtale HbF est composée de deux chaînes alpha et de deux chaînes gamma, à partir que vous observez uniquement à partir du 37e jour de la vie embryonnaire. Maintenant, quand on dépasse la vie embryonnaire, on se retrouve au niveau de la vie fœtale. Donc, au niveau fœtal, vous avez l'hémoglobine F, qui est composée de alpha 2 et gamma 2, qui représente 90% et qui est le constituant hémoglobine principal de la vie fœtale. C'est sous ce qu'on retrouve principalement au niveau de la vie fœtale, c'est de l'hémoglobine fœtale qu'on appelle alpha 2 et gamma 2. L'hémoglobine adulte ou HbA
qui est composé de alpha 2, mais cette fois-ci de bêta 2. Donc, au fur et à mesure, vous avez la chaîne gamma qui sera remplacée maintenant par la chaîne bêta. Et également synthétisée durant la vie fœtale, mais à un taux très faible, de 5 à 10%. Donc, voilà. Au niveau de la vie fœtale également, quand on vous pose la question à savoir quelles sont les hémoglobines de la vie fœtale, c'est l'hémoglobine fœtale alpha 2, gamma 2 et également l'hémoglobine adulte alpha 2, bêta 2. Ça, c'est clair. Maintenant, les hémoglobines normales adultes. Au moment de la vie adulte, il y a l'hémoglobine A, qui est alpha 2, bêta 2, qui représente 95%. Alpha 2, bêta 2, qui représente 95%. Vous en aviez environ 5% durant la vie fœtale. Et il y a l'hémoglobine F. L'hémoglobine A2 d'abord, qui est alpha 2, bêta 2, qui est de 2,5. Ça, vous le trouvez toujours au niveau de la vie adulte. Maintenant, il y a l'hémoglobine F, qui doit être inférieure à 1%. Normalement, l'hémoglobine F doit disparaître complètement après la naissance. Maintenant, il existe des situations pathologiques où vous avez une persistance de l'hémoglobine F. C'est pratiquement dans certaines maladies comme les thalassémies et autres, où il y a une persistance de l'hémoglobine F, même chez les adultes. Mais dans des situations normales, l'hémoglobine A, au niveau de l'adulte, vous avez l'hémoglobine A alpha 2, bêta 2 à 95%, l'hémoglobine A2 qui est de alpha 2, bêta 2 à 2,5% et l'hémoglobine fœtale qui est inférieure à 1%. Donc maintenant, comment les choses se sont disposées tout au long de la vie? C'est ce que vous savez ici. Donc, on vous a dit que il y a le sac vitalin au niveau de la vie embryonnaire. Ça, c'est les différentes chaînes de globules. Vous avez que la chaîne alpha est synthétisée en petite quantité ici, pour devenir cette quantité est maximale entre 6 et 12, c'est-à-dire au niveau de 7e jour, c'est à la 7e semaine de la vie embryonnaire, vous avez le alpha qui est maximal et c'est demeure maximale tout au long de la vie. Après, il y a les chaînes gamma qui sont fabriquées au moment de la vie embryonnaire et voilà, qui augmentent au niveau de la vie fœtale. Maintenant, juste avant la naissance, vous voyez que les chaînes gamma, ils descendent pour devenir nulles. Et au même moment, vous avez la chaîne bêta qui croît, c'est-à-dire pour prendre le relais par rapport à la chaîne gamma. Ici, vous avez alpha qui est synthétisé dès le début et qui reste maximal tout au long de la vie. Par contre, vous avez ici un changement qu'on appelle les switches de l'hémoglobine où la chaîne gamma qui était synthétisée au niveau de la vie embryonnaire et qui était maximale au moment de la vie fœtale va diminuer progressivement après la naissance post-birth pour être remplacée par la chaîne bêta. Donc ici, vous avez plusieurs associations qui sont possibles. Vous avez une association alpha-gamma, vous avez également une association alpha-bêta. Ici, vous avez une association zeta qui s'associe à epsilon, qui est chaîne de type bêta, mais ce zeta-là peut s'associer faiblement avec bêta, mais ça, c'est des hémoglobines qui sont anormales. Donc ça, c'est les différentes synthèses des différentes chaînes qui sont possibles tout au long de la vie. Donc, ici, le plus intéressant, c'est ce remplacement du chaîne gamma par la chaîne bêta pour arriver au niveau de la vie adulte. Est-ce que vous avez tout compris jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur? Oui. Vous pouvez répondre le graphique, s'il vous plaît? Le schéma. Pas bien compris. Le schéma. Oui. Ou bien je reviens plus derrière. On parle pas la peine, juste le schéma.
juste le schéma. Ici, tout à l'heure, on vous avait dit qu'il y a plusieurs types de gènes. Il y a les gènes de type alpha et les gènes de type bêta. Parmi les gènes de type alpha, vous aviez alpha et vous aviez zeta, qui étaient les gènes fonctionnels. Parmi les gènes de type bêta, vous aviez epsilon, vous avez gamma, mais vous avez bêta. Ici, on vous montre, c'est-à-dire, ça c'est la naissance à 1, c'est la naissance. Ça c'est avant la naissance. Dans cette première, jusqu'aux 3 semaines, c'est la vie embryonnaire. Après la vie embryonnaire, vous avez la vie fœtale. Ces hémoglobines-là, ça c'est des chaînes. Vous voyez ici, c'est la chaîne de type alpha. Cette alpha est synthétisée depuis la vie embryonnaire au niveau, l'hématopoïèse se déroulait au niveau du sac vitellin, qu'on appelle York sac. Et lorsqu'il est synthétisé, il devient maximal à environ 6 semaines. Ça, c'est 6 semaines. Et à partir du 6e semaine, vous voyez que elle est maximale et demeure maximale tout au long de la vie. Après ça, vous avez la chaîne de type gamma qui commence à être synthétisée durant la vie embryonnaire, mais elle est maximale juste durant la vie fœtale. Ici, c'est les lieux dans lesquels ils sont synthétisés. Vous voyez qu'à ce stade-là, c'est synthétisé au niveau du sac vitellin, ici au niveau du foie, ensuite au niveau de la rate, et pour le reste de la vie, c'est au niveau de la moelle osseuse. Maintenant, cette chaîne gamma qui est synthétisée, commence à être synthétisée au niveau de la vie embryonnaire, va croître pour devenir maximale au niveau de la vie fœtale. Après, il y aura un déclin pour disparaître maintenant après la naissance. La chaîne bêta qui est synthétisée au niveau de la vie fœtale maintenant, il va progressivement croître pour remplacer maintenant cette chaîne gamma qui disparaît, sera remplacée par la chaîne bêta au niveau après la naissance, c'est-à-dire ici 1, jusqu'après tout au long de la vie. Maintenant, puisque ces différentes chaînes de globules existent, ils ont le droit de s'associer pour former des hémoglobines, pour former des globules. Vous voyez que l'hème, une fois synthétisé, l'hème ne change pas. C'est le même composé. Maintenant, l'hème va s'associer va venir se coller au type de globule qui a été synthétisé. Donc ici, puisque tous ces trois-là sont présents, donc on a dit qu'il faut que des chaînes de type bêta s'associent avec des chaînes de type alpha. Des chaînes de type bêta s'associent avec des chaînes de type alpha pour former la globine. Donc, lorsque epsilon s'associe à zeta, il forme de l'hémoglobine embryonnaire. On avait vu les différents types d'hémoglobine embryonnaire, zeta 2, epsilon 2, mais ils ont la possibilité de s'associer maintenant avec alpha également pour former epsilon 2, alpha 2, c'est-à-dire il y a le GOE1, il y a le GOE2, c'est-à-dire ils peuvent s'associer également avec le gamma, parce que gamma est présent à ce niveau-là. Donc, vous avez epsilon, vous avez l'hémoglobine GOE1, vous avez GOE2 et l'hémoglobine Portland. Maintenant, à partir de ce moment, vous avez également l'hémoglobine fœtale qui peut s'associer. C'est lorsque le gamma là, qui s'associe avec alpha, parce que gamma est présent à ce niveau-là également. Donc, voilà les différentes possibilités. Maintenant, lorsqu'on progresse dans la vie fœtale, il n'y a plus zeta, il n'y a plus epsilon, mais dans la vie fœtale, vous avez gamma, vous avez bêta. Donc, il y a l'association de gamma, bêta et en même temps de alpha. Parce que les chaînes alpha qui sont embryonnées disparaissent à ce stade-là. Vous pouvez avoir alpha qui s'associe avec gamma, qui est maximal à ce niveau pour constituer l'hémoglobine fœtale. Mais vous pouvez avoir alpha qui s'associe avec bêta pour former l'hémoglobine adulte. Maintenant, puisque vous progressez dans la vie adulte, ou bien après la naissance, vous avez du alpha, vous avez du bêta, mais vous avez du gamma. Mais vous avez majoritairement du bêta. Donc, alpha peut s'associer avec bêta pour former l'hémoglobine normale adulte, alpha 2, bêta 2. Ou bien il peut s'associer toujours avec gamma pour former l'hémoglobine fœtale, alpha 2, gamma 2. Donc, dans chaque étape, ici c'est la vie embryonnaire, vous avez plusieurs types d'hémoglobine, donc ils ont plusieurs possibilités de s'associer. Donc, ça c'est les chaînes de type bêta,
c'est le gamma, le epsilon, et les chaînes de type alpha, il y a alpha ici, il y a zeta. Donc, leur association pour donner 4 types d'hémoglobine normales au niveau embryonnaire. Il y a epsilon 2, gamma 2, il y a alpha 2, epsilon 2, il y a alpha 2, et parce qu'il y a gamma qui existe, alpha 2, epsilon 2, alpha 2, gamma 2, et l'hémoglobine Portland. Et il y a également alpha 2 et bêta, gamma 2, qui est l'hémoglobine fœtale qui existe à ce stade. Mais à ce stade-là, il n'y a pas encore de bêta. Le bêta apparaît au niveau de la vie fœtale. C'est pourquoi vous avez l'hémoglobine fœtale alpha 2, gamma 2 et l'hémoglobine adulte normale alpha 2, bêta 2. Et au niveau de la vie adulte, vous avez du bêta et du gamma. Donc, alpha 2 peut s'associer avec bêta pour former l'hémoglobine normale adulte, mais il y a encore des traces de gamma qui existent qui peuvent s'associer avec alpha 2 pour former de petites quantités d'hémoglobine fœtale. Je ne sais pas si vous avez bien compris ça. Oui, monsieur, merci beaucoup. D'accord. Maintenant, le métabolisme énergétique des globules rouges. Donc, d'après tout ce qu'on vient de dire, le globule rouge a forcément besoin d'énergie pour assurer tous ses rôles. Le globule rouge a besoin d'énergie pour maintenir le fer à l'état ferreux, c'est-à-dire, on a dit tout à l'heure que le fer doit rester à l'état ferreux pour être fonctionnel. Et maintenir l'action de la pompe Na++ pour assurer le flux à travers la membrane érythrocytaire. Et maintenant, l'état réduit des radicaux SH des enzymes et protéines membranaires, parce que c'est ça qui permet de protéger les membranes des globules de l'effet de l'oxydation. Métabolisme du glucose. Le glucose fourni par le plasma dans les globules rouges est catabolisé de deux façons. Par glycolyse anaérobie grâce au cycle d'Emden-Mierhof de 90 à 95% de l'énergie est produite à travers ce cycle, et par la voie des pentoses ou exosphosphates qui représentent 5 à 10% du catabolisme, c'est-à-dire du métabolisme énergétique des globules rouges. Donc il y a deux, c'est-à-dire par la glycolyse anaérobie ou également la glycolyse aérobie. La glycolyse anaérobie qu'on appelle également le cycle d'Emden-Mierhof, mais également la voie des pentoses ou exosphosphates qui représente 5 à 10% du métabolisme de l'énergie. Donc, l'hémoglobine a besoin d'énergie. Et cette énergie, il le tire du métabolisme des globules rouges. Maintenant, la voie d'Emden-Mierhof, qu'on appelle la glycolyse anaérobie. Et dans cette voie, le glucose est dégradé jusqu'à l'acide lactique par l'action de différents enzymes. Il y a l'exokinase, la phosphofructokinase et la pyruvate kinase. Le catabolisme du glucose par cette voie fournit deux composés énergétiques. Il y a ce qu'on appelle l'ATP ou l'adénosine triphosphate. Il y a le NADP ou nicotinamide adénine du nucléotide hydrogène. Ça, vous avez vu ça en biochimie, je pense. Donc, je ne reviens pas sur les détails des différentes réactions parce que c'est des choses que vous avez déjà vues. Vous avez vu la voie c'est-à-dire le métabolisme du glucose. Donc, ce que vous avez vu, il y a du glucose en présence de l'ATP et de l'exokinase va donner du glucose 6-phosphate. Maintenant, ce glucose 6-phosphate, puis, en présence de glucose phosphate isomérase, va donner du fructose 6-phosphate. Et ce fructose 6-phosphate, en présence d'ATP et d'ATP, va donner ce qu'on appelle la phosphofructonolactone, qui, en présence de fructose 1,6-diphosphate, qui, en présence de fructose 1,6-diphosphate, va donner le dihydroacétone phosphate. Que vous avez également dans cette réaction et qui, en présence de l'aldolase, va donner le glycéraldéhyde 3-phosphate. Ce glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénage en fonction de l'ADP et du NADH
va donner ces différents composés. Donc, tout ceci constitue ce qu'on appelle le cycle d'Endelmiero, c'est-à-dire c'est une cascade de réactions à l'intérieur duquel vous avez différents enzymes et à la glucose 6-phosphate. Il y a l'exokinase d'abord. Après l'exokinase, vous avez le glucose phosphate isomérase. Ensuite, il y a la phosphofructokinase. Il y a l'aldolase ici. Il y a trisose phosphate isomérase. Donc, tous ces enzymes-là vont jouer un rôle important dans le métabolisme énergétique des glucoses. Donc, à partir de cela, vous avez le glucose 6-phosphate qui, en présence de glucose 6-phosphate déshydrogénase, et on était bon. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, monsieur. D'accord. Est-ce que vous avez tout compris jusqu'à là? Monsieur, il y a une question. Oui. C'est quoi, quel est l'intérêt de le fer à l'état ferreux? Dans les hémoglobines normales, le fer se situe à l'état ferreux. Et c'est cette forme de fer à l'état ferreux qui a la capacité de fixer l'oxygène. C'est Fe2+. L'oxygène est divalent, donc qui est capable d'être fixé par ce fer Fe2+. Si vous avez du fer Fe3+, ce fer ne peut pas fixer l'oxygène. C'est pourquoi on l'a pas au niveau de l'oxygène normal, on est au niveau de l'oxygène, ce qu'on appelle la méthémoglobine ou bien les hémichromes, où vous avez l'hémoglobine à l'état oxydé. Donc, c'est le fer Fe2+, qui est fonctionnel, qui a la capacité de transporter l'oxygène, qui est le rôle principal de l'hémoglobine et du globule rouge. D'accord, merci beaucoup. OK. Autre question? D'accord, on continue. Donc ça, c'est une réaction biochimique que vous avez déjà vue, mais ce qui est important pour nous, c'est les enzymes et comment est-ce qu'ils interviennent dans le métabolisme pour donner de l'ATP, c'est-à-dire de l'énergie, mais également les ions du NADH, ce qui est important. Donc cette réaction va fournir de l'ATP, va fournir également du NAD et du 2,3-phosphoglycérate. L'ATP, c'est important pour le fonctionnement des pompes à sodium, c'est-à-dire des ions Na+, K+, pour permettre le transfert à l'intérieur de la membrane. On a besoin d'énergie. Pour l'entrée du cholestérol, des phospholipides et des acides gras provenant du plasma. Ça, c'est des actions qui demandent également de l'énergie et cette énergie est fournie par l'ATP qui est issu de ce cycle de dégradation ou bien de métabolisme du glucose. Donc, à chaque étape, vous pouvez former des molécules d'ATP. Ici, vous avez une molécule d'ATP qui est formée à ce stade et également une autre molécule d'ATP. Donc, voilà, deux molécules d'ATP qui sont formées et ces molécules d'ATP qui sont formées vont servir d'énergie.
Il y a le NADH, la réduction de la méthémoglobine. La NADH permet également la réduction de la méthémoglobine en hémoglobine fonctionnelle. Donc, tout à l'heure, on avait dit la méthémoglobine qui était une forme oxydée de l'hémoglobine. Maintenant, pour réduire cette forme oxydée avec du fer Fe3+, qui n'était pas fonctionnel, on peut ajouter du NADH. Maintenant, ce NADH fonctionnel, ce NADH, c'est une coenzyme qui permet de réduire la méthémoglobine, l'hémoglobine anormale en hémoglobine normale. Après, en 3, on produit du 2,3-diphosphoglycérate qui est fixé au niveau de la cavité centrale de l'hémoglobine, joue un rôle important dans la distribution de l'oxygène au tissu. Donc, ça augmente l'affinité de l'hémoglobine à l'oxygène. Donc, quand il y a de 2,3-phosphoglycérate, ça permet à l'hémoglobine de fixer plus d'oxygène. Donc, il y aura plus d'oxygène qui sera disponible également au niveau des tissus. Donc, ici, vous voyez le cycle. Au moment du cycle de la réaction, vous formez du 2,3-diphosphoglycérate. Ici également, c'est formé au moment du cycle. Donc, vous avez formé de l'ATP. Il y a une molécule d'ATP également, une autre molécule d'ATP. Vous avez formé du NADH, parce qu'il y a le NAD qui, en présence de glycérate, il y a des phosphates déshydrogénases, va former du NADH. Ce NADH-là, c'est important pour la réduction de l'hémoglobine désoxygénée, qu'on appelle la méthémoglobine, en hémoglobine normale. Le diphosphoglycérate augmente l'activité de l'hémoglobine à l'oxygène. Donc voilà, ça c'était la voie d'Emden-Mierhoff. Et vous avez le métabolisme du glutathion. Les agents oxydants entraînent l'accumulation des peroxydes au sein des globules rouges. Maintenant, les peroxydes sont responsables de la dénaturation des constituants des globules rouges. Donc, s'il y a des peroxydes qui sont obtenus tout au long de la vie, ces peroxydes vont s'accumuler à l'intérieur des globules rouges. Et ces peroxydes sont responsables de la dénaturation des constituants, c'est-à-dire vont oxyder les constituants des globules rouges. Le globule rouge lutte contre les procédures grâce à un système réducteur très efficace qui comprend le glutathion réductase, la glutathion peroxydase et le glucose 6-phosphate déshydrogénase. De manière schématique, qu'est-ce que l'on a? Le globule rouge assure deux fonctions importantes. On n'a pas un schéma, mais quand on revient ici, il y a le schéma qui manque. Mais retenez, après plus tard, je vais corriger dans le cours que je vais vous donner. Les agents oxydants entraînent l'accumulation des peroxydes au niveau, c'est-à-dire tout l'organisme, et il y a des agents oxydants, il y a l'oxygéné, il y a les radicaux oxygénés et autres, qui ont pour rôle également de s'accumuler dans l'hémoglobine et d'oxyder les radicaux libres. Maintenant, cette oxydation, elle est mauvaise pour le globule rouge parce que ça conduit à ce qu'on appelle les méthémoglobines. Maintenant, le glutathion, son rôle, c'est de neutraliser ces radicaux oxydants. Et quand il les neutralise, on obtient ce qu'on appelle de l'hémoglobine réduite, contrairement à l'hémoglobine oxygénée qu'on avait. Et l'hémoglobine réduite est normale à travers le glutathion réduit. Mais je vais vous donner le schéma qui est en rapport avec ça. Ainsi, le globule rouge lutte contre les peroxydes grâce à un système réducteur très efficace qui comprend le gaz, Professeur, on ne vous entend plus. Vous n'êtes pas en activité à mon niveau seulement. la glutathion
Allô? On ne vous entend pas, monsieur. À partir de où? Monsieur, ça coupe votre voix. Maintenant, c'est bon ou ce n'est plus bon? Là. Si, c'est bon. Le métabolisme du glutathion, c'est bon. Vous avez vu ça? Allô? Oui, on était sur la diapositive 37. 37. Donc, les globules rouges luttent contre les peroxydes grâce à un système réducteur très efficace qui comprend le glutathion réductase, le glutathion peroxydase, glucose 6-phosphate déshydrogénase. Donc, ce sont les trois enzymes qui sont retrouvées dans le métabolisme du glutathion. Mais on va voir ça plus tard. Maintenant, les fonctions des globules rouges. Les globules rouges assurent deux fonctions importantes: le transport de l'oxygène des poumons aux tissus et le transport du CO2 des tissus aux poumons. Ça, c'est connu. Maintenant, le transport de l'oxygène. L'oxygène sanguin est combiné pour 98,5% de sa totalité. Et la faible part restante joue un rôle capital et assure la paix aux deux. Donc, l'oxygène est toujours lié à l'hémoglobine dans 90% des cas. Maintenant, cette partie de l'oxygène libre qui n'est pas liée à l'hémoglobine assure ce qu'on appelle la pression en oxygène. Ainsi, une molécule d'oxygène se fixe par atome de fer et 1 gramme d'hémoglobine peut transporter au maximum 1,34 ml lorsque la saturation est totale. Lorsque la saturation est totale, c'est-à-dire quand on a 100% de l'hémoglobine, 100% de l'oxygène qui est associé à l'hémoglobine. Donc, un atome de fer se fixe, une molécule d'oxygène se fixe par atome de fer. Donc, chaque molécule d'oxygène fixe un atome de fer. Donc, 1 gramme d'hémoglobine peut transporter au maximum 1,34 ml lorsque la saturation est totale. La saturation est totale lorsque 100% de l'hémoglobine est combinée, c'est-à-dire est associé à l'oxygène et est associé à l'hémoglobine. Maintenant, il y a toujours une petite part d'oxygène qui n'est pas associée à l'hémoglobine et ce qui constitue ce qu'on appelle la pression en oxygène, qu'on appelle encore la PO2. La courbe de saturation de l'hémoglobine en fonction de la pression en oxygène présente une allure sigmoïde. Donc la pression de demi-saturation, P50, c'est-à-dire là où 50% de l'oxygène est associé à l'hémoglobine, qu'on appelle la pression partielle en O2, à laquelle coexistent 50% de forme oxygénée et 50% de forme désoxygénée, c'est-à-dire la P50, c'est une situation dans laquelle 50% de l'oxygène est fixé à l'hémoglobine et 50% de l'oxygène n'est pas fixé. C'est-à-dire qu'il y a coexistence entre des formes oxygénées et des formes désoxygénées, 50-50. Et dans cette situation, on parle de P50. Pour une pression en O2 et voisine de 100 mm de mercure, correspond à la pression au niveau de l'alvéole pulmonaire. L'hémoglobine est saturée presque complète, c'est-à-dire juste à la sortie du cœur, au niveau de l'alvéole pulmonaire, l'hémoglobine est saturée presque à 97%, c'est-à-dire que l'hémoglobine qui sort des poumons est pratiquement très chargée en oxygène. Par contre, au niveau des tissus, c'est-à-dire là où les tissus qui en ont besoin, c'est-à-dire qui captent l'oxygène qui est transporté par l'hémoglobine. Cette fois-ci, la PO2 est voisine de 35 mm de mercure. Vous avez 36, 35 contre 100. Donc, la saturation est faible et saturée à 30%. Quand on parle de saturation, c'est lorsque l'oxygène est associé à l'hémoglobine. Juste à la sortie du alvéole pulmonaire,
où vous avez le sang qui est très chargé en oxygène, la pression, c'est-à-dire la PO2, est voisine de 100 mm de mercure, et dans cette situation, la saturation est de 97%. Par contre, quand vous arrivez au niveau des tissus périphériques, là où l'oxygène est déchargé au profit des tissus, vous avez la pression en oxygène est voisine de 135 mm de mercure et l'hémoglobine est saturée à juste 30%. Voilà une courbe de dissociation de l'hémoglobine. Ça, c'est la saturation en O2. Et ici, la pression partielle, c'est-à-dire la pression en oxygène. Ici, vous avez 50% de formes associées et 50% de formes dissociées à l'oxygène. C'est à ce niveau-là qu'on parle de la P50. Maintenant, quand vous arrivez plus tard, vous avez une saturation de 100 mm de mercure avec une saturation maximale. C'est à ce niveau-là qu'on vient juste de sortir de l'alvéole pulmonaire. Quand on descend un peu, c'est à ce moment où on est encore au niveau des tissus. Donc ici, c'est une courbe qui est très souvent utile, qui est observée en réanimation pour examiner. La plupart du temps en situation d'urgence ou bien en situation d'arrêt, ce qui vous permet de savoir est-ce que le malade sature ou bien le malade désature. Vous entendez souvent parler de ça. C'est en réalité cette courbe-là qu'ils observent. Lorsque la saturation en oxygène elle est maximale, elle doit être maximale toujours aux alentours de 95-100%. Après le transport du CO2, le gaz carbonique produit dans la respiration cellulaire est transporté sous 3 formes. À l'état dissous, sous forme de bicarbonate. Soit c'est dissous à 5%, mais le CO2 peut être transformé également en bicarbonate, c'est-à-dire à 70%. Ainsi, le CO2 libéré par les tissus diffuse dans le plasma et pénètre dans les globules rouges. Donc ici, vous avez le CO2 dans les globules rouges, plus l'eau qui se retrouve dans les globules rouges va former du bicarbonate et un ion H+. Maintenant, ce bicarbonate peut également être éliminé dans les urines. Le bicarbonate formé est libéré dans le plasma alors que les ions hydrogène sont retenus par l'hémoglobine désoxygénée. Donc ici, c'est quand vous l'avez sous forme de bicarbonate. C'est cette réaction qui permet de former du bicarbonate. Le CO2 qui est libéré par les tissus va rentrer à l'intérieur des globules rouges. Et lorsque ça pénètre dans les globules rouges, il s'associe à l'eau pour former du bicarbonate et les ions H+. Maintenant, le bicarbonate formé est libéré dans le plasma alors que les ions hydrogène sont retenus par l'hémoglobine désoxygénée. Et lorsque le bicarbonate est libéré dans le plasma, ce bicarbonate va être éliminé à travers les urines. Maintenant, on peut le transformer également sous forme de bicarbimènemoglobine à 25%. Et dans ce cas, le CO2 se lie à l'hémoglobine désoxygénée. Le CO2 se lie au groupement. Comment ça se fait? Au groupement aminé de globine pour former le carbimènemoglobine. Donc, il y avait les groupements aminés NH2 qui s'associent au CO2 pour former le NHCO- qu'on appelle encore le carbimènemoglobine. Et si c'est formé, ce carbimènemoglobine également peut être éliminé à travers les urines et le H2 va rester dans le globule rouge pour être utilisé dans les réactions qui en ont besoin. Maintenant, on a parlé de fonction des globules rouges et S a parlé du catabolisme des globules rouges. Puisque les globules rouges vivent pendant 120 jours, maintenant, à partir de 120 jours, les globules rouges sont détruits. Et lorsqu'ils sont détruits, les globules rouges sont phagocytés par les cellules du système réticulo-histiocytaire, par les macrophages et les monocytes. À l'état normal, cette phagocytose a lieu dans la rate, le foie et la moelle osseuse. La rate est l'emplacement principal de l'érythrophagocytose, c'est-à-dire la phagocytose des globules rouges. Donc, lorsque les globules rouges atteignent 120 jours, en ce moment-là, les globules rouges sont pieds, ils sont phagocytés par le système réticulo-histiocytaire, c'est-à-dire par les macrophages et les monocytes. Maintenant, dans des situations normales, cette phagocytose se déroule au niveau de la rate et du foie, mais il y a également ce qu'on appelle une hémolyse pathologique, où vous avez une hémolyse qui est extra-tissulaire, c'est-à-dire qui se passe à l'intérieur des vaisseaux sanguins.
La rate est l'emplacement principal de l'érythrophagocytose, c'est-à-dire de la phagocytose normale des globules rouges. Donc, dans les situations d'hémolyse, on va le voir plus tard également, il y a ce qu'on appelle l'hémolyse physiologique, c'est-à-dire lorsque les globules rouges atteignent leur durée de vie normale et qu'ils doivent être éliminés. Donc, ce qui se passe, on avait dit qu'ils sont phagocytés par les cellules du système réticulo-histiocytaire, c'est-à-dire par les macrophages en glande. Maintenant, au niveau des macrophages, vous avez l'hémoglobine, c'est-à-dire le globule rouge qui va être dissocié en globine et en fer, parce qu'en quelque sorte, l'hémoglobine était composée de l'hémoglobine et l'hème. On dissocie d'abord l'hémoglobine qui va donner du globine, de l'hème, mais également du fer. Maintenant, cet hème va donner du biliverdine et la biliverdine va être transformée en bilirubine. Et lorsqu'il est transformé en bilirubine, il y a également du bilirubine non conjugué plus l'albumine. Une partie sera réabsorbée à ce niveau et va être éliminée par le rein sous forme d'urobiline ou également au niveau de l'intestin pour être éliminée plus tard dans les selles sous forme de stercobiline. Donc ça, c'est à la fin, lorsqu'il y a dégradation, l'hémoglobine va être découpée encore à ses éléments constitutifs, c'est-à-dire l'hème, la globine et le fer. Le fer va être recyclé dans l'organisme. Puisque la globine était composée d'acides aminés, ces acides aminés également seront dégradés et utilisés encore dans l'organisme. Donc, c'est l'hémoglobine. En présence de l'hème oxygénase, il y a ouverture du cycle tétrapyrolique. Après, il y a la choléglobine. Ensuite, il y a la libération du fer. Il y a la biliverdinoglobine. Ensuite, il y a la libération de la globine, la biliverdine. Il y a une réduction pour donner de la bilirubine et cette bilirubine peut être éliminée à travers les selles, mais également à travers les urines. Maintenant, méthode d'étude des globules rouges. Donc, vous connaissez tous la numération formule sanguine. Est-ce que vous connaissez la numération formule sanguine? Non. Allô? Vous ne connaissez pas la NFS? Jamais vu ni entendu? Oui, professeur. NFS, c'est l'étude des globules rouges. À l'hôpital, vous avez très souvent un malade à qui on prescrit une numération formule sanguine qui vous permet de voir la numération formule sanguine, c'est-à-dire les différents éléments qui sont constitutifs du sang. Ça étudie en particulier les globules rouges, mais ça peut étudier les globules blancs, les plaquettes et autres. Donc, la détermination de la numération formule sanguine se fait par des méthodes automatisées. Il y a des appareils qui permettent de le faire, ou bien par des méthodes manuelles également. Donc, ça vous permet de déterminer le taux, c'est-à-dire le nombre de globules rouges. Chez l'homme, le nombre de globules rouges, c'est compris entre 4,5 à 5,5 10 puissance 12 par litre chez l'homme et de 3,8 à 5 10 puissance 12 par litre chez la femme. Maintenant, il y a le taux d'hémoglobine, c'est-à-dire la réaction principale qui vous permet de calculer, de déterminer ça. L'hémoglobine, c'est-à-dire qui est composé l'hémoglobine et du fer Fe2+, en présence du ferricyanure de potassium, c'est ce que vous avez ici, va donner de la méthémoglobine. Et cette méthémoglobine, en présence de KCN, va donner de la cyanméthémoglobine. Et la cyanméthémoglobine peut être dosée par spectrométrie à longueur d'onde de 540. On le fait la plupart du temps avec une machine en automate, mais en réalité, la machine fait cette réaction. C'est-à-dire l'hémoglobine en présence de ferrocyanure de potassium va donner du méthémoglobine. Et ce méthémoglobine en présence du cyanure de potassium va également donner de la cyanméthémoglobine. Maintenant, c'est cette cyanméthémoglobine qu'on peut doser par spectrométrie à une longueur d'onde de 540. Et lorsque dosé à une longueur d'onde de 540, les valeurs de référence que vous pouvez trouver, chez l'homme, c'est de 13 à 18 grammes par décilitre. Chez la femme, c'est de 12 à 16 grammes par décilitre. Et chez l'enfant, c'est de 11,5 à 14 grammes par décilitre.
Après le taux d'hémoglobine, vous avez l'hématocrite. L'hématocrite, c'est par une méthode directe. C'est par macrométhode avec des tubes de Winthrop ou par microméthode avec des tubes capillaires. Donc, ce qu'on fait, on prend un tube, on remplit le tube avec du sang et on laisse décanter. Et lorsque ça se décante, vous observez la taille qui est occupée, c'est-à-dire des tubes qui est occupé par le volume des globules rouges. L'hématocrite, c'est le pourcentage qui est occupé par le volume de globules rouges sur un volume de sang donné. Et quand vous notez ce pourcentage-là, ça correspond à l'hématocrite. Ça, c'est la méthode directe. On le fait en utilisant ce qu'on appelle des tubes de Winthrop ou bien on utilise des micromètres avec des tubes capillaires également. Par méthode indirecte, c'est calcul à partir du volume moyen globulaire et le chiffre de numération des érythrocytes. Donc, vous pouvez utiliser le volume moyen globulaire et la numération des réticulocytes également. Cette forme de calcul permet de vous donner également l'hématocrite. Soit vous le mesurez, soit vous le calculez. Quand vous voulez le mesurer, vous utilisez des tubes qu'on appelle des tubes Winthrop ou bien des tubes capillaires. Donc, l'hématocrite est exprimé en pourcentage. C'est le volume moyen globulaire en femtolitres multiplié par le nombre de globules rouges divisé par 10. C'est ça l'hématocrite, c'est-à-dire quand vous décidez de le calculer, la numération, c'est-à-dire vous pouvez toujours avoir le volume moyen globulaire qui est multiplié par le nombre de globules rouges divisé par 10. Les valeurs non de référence, chez l'homme, l'hématocrite, c'est de 41 à 53%. Chez la femme, c'est de 36 à 46%. Après, vous avez ce qu'on appelle les indices érythrocytaires, en 4, toujours, parce que ça en fait partie, l'hématocrite. Oui. Désolé, hein. En fait, le cours, on doit faire notre cours à 10 heures, à partir de 10 heures. Ah, d'accord. Donc, on va s'arrêter là. Et prochainement, on va continuer. D'accord. OK, je vous remercie alors. Merci. Donc, vous avez le mail pour envoyer le cours? Oui, il y a des cours que j'ai déjà envoyés dans les emails. Je ne sais pas si ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Ça reste le même mail. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Et puis, désolé d'être un peu parti sur le... Merci beaucoup à vous.